Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et je salue Géraldine. Bonjour Hamon. Pascal, bonjour à tous. Vous allez bien? Très vous avez bien. Vu ce petit lion. Ah mais magnifique. Olivier Il a Keinec, chaud. vous avez chaud dans une... Oh là là, oui, je C'est- suis tout chaud là. Oui, oui, Non oui. mais c'est vraiment très très chaud parce que quand on voit ces mascottes sur les terrains, alors quand Ah, mais elles ça sont, doit être dur. Hein. Oh là là. quand elles sont à l'extérieur, ça peut aller. Je quand suis il fait Simba. froid. Vous connaissez Simba? Bien sûr. Simba. Non, vous connaissez? Alors Simba, j'ai regardé ça tous les matins avec mes enfants pendant 20 ans. Simba, c'était la voix de Jean-Pierre. Simba Oh, vous connaissez. et Car. Oui. Mais attendez, j'ai regardé là ça là. tous les matins, bien sûr. Bon, je fais un bon Simba alors. Bah vous êtes un bon Simba. Merci monsieur. Exactement. Vous Bonjour. êtes le singe là, le vieux singe. Comment il s'appelle? Rafiki. Agréable. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Bon, je salue l'excellent Fabrice Lafitte. Il serait Merci. il serait qui il serait Le facochère. Le facochère. Boumba. Et là on a Timon derrière nous, c'est Florian. Florian Karasoumaillon, il serait qui? Timon, c'est le Timon. petit suricate. C'est le petit bon. Et Géraldine, elle serait qui? Bah là. La Nala. La- Oui, Nana. oui. Ouais, La la Nala. Non, Nala, pas la Nana. La Nala, oui. Nala, ouais. La Nala, Zazou. Zazou. Ah, alors vous avez entendu la voix de notre ami Laurent Tessier, et Laurent Oui. Tessier, il serait le méchant alors. Ah non, Il serait Scar. Ah bah, ça finit mal, merci. Il faut bien qu'il y ait un Scar. Mais vous savez qu'il finit dans les flammes. Ah oui. Oui, bah non, bah ne lui souhaitez On pas l'a ça. la musique, elle est formidable, la musique Ah oui, oui, du oui, Roi oui, Lion. oui. Elle est formidable. C'est Jean-Pierre. Formidable Jean-Pierre. Vous avez connu Jean-Pierre? Malheureusement non. Ah, Jean-Pierre, c'était un acteur merveilleux qui jouait le Baron Écarlate, notamment dans Les Rois Maudits. Jean-Pierre, immense comédien de la comédie française, et c'est lui qui doublait Simba. Il doublait Simba ou il doublait Scar? Je ne sais plus d'ailleurs. On va regarder. On va regarder. Voilà. Bah, Merci écoutez, Rafiki. Merci. C'est agréable. La GPA, la gestation pour autrui. Pour le Parlement européen, l'exploitation de la GPA constitue une forme de traite d'être humain. Marion Maréchal, la tête de liste Reconquête aux élections européennes, il y a quelques heures, avait créé la polémique après une publication sur X où est la maman en réaction à l'annonce de paternité du designer Simon Porte-Jacquemus et de son mari. Je ne sais pas si tout le monde connaît d'ailleurs ce designer, ce styliste. Marion Maréchal s'est expliqué hier soir sur CNews et je vous propose peut-être de l'écouter. Je ne m'habitue pas à la banalisation de cette pratique qui, je le dis, le plus franchement possible, est pour moi monstrueuse et honteuse. Voilà, monstrueuse et honteuse. Et je pèse mes mots. Jamais je n'accepterai qu'on banalise le fait de louer le ventre d'une femme pour une grossesse. Je ne suis pas un produit à louer. Mon utérus n'est pas un produit à louer. Les enfants ne sont pas des biens de consommation. Ce ne sont pas des biens à vendre qui peuvent faire l'objet d'un contrat. Si vous voulez pas qu'on organise la privation d'un père ou d'une mère à la naissance d'un enfant, eh bien dans ce cas-là, il ne fallait pas accepter au départ l'adoption homosexuelle. Parce que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause de cela. On écoutera évidemment le témoignage d'une auditrice qui est déjà avec nous, qui s'appelle Sylvie, mais je vous propose d'écouter Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Il était sur France 2 ce matin. Pas cette manière de cibler directement les personnes. En revanche, sur le fond, moi je suis opposé à la gestation pour autrui parce que je pense que ça participe d'une logique de marchandisation du corps des femmes et je suis éthiquement parlant et philosophiquement parlant opposé à la gestation pour Donc autrui. d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. C'est-à-dire cette manière qui consiste à pointer les gens comme ça du doigt. Je pense qu'il faut toujours faire très attention. On peut en politique s'en tenir à des principes sur l'immigration ou sur la GPA sans viser directement des personnes. Prisca Thévenot, elle est porte-parole du gouvernement. Hier, écoutez-la, elle parle de discours de haine. Permettons-nous d'effectivement de pouvoir accueillir ces moments de joie sans en permanence essayer de rattraper ça par des discours de haine. Et je pense que nous devons être en capacité de regarder ça. On ne découvre pas Marion Maréchal aujourd'hui. Sur le sujet de la GPA, c'est votre sujet. C'est interdit, la GPA. Le sujet de la GPA, la ligne est claire. Et la ligne, si vous voulez, je la rappelle, la GPA n'est pas autorisée en France. Une autre ligne est claire, c'est que l'homophobie est un délit aussi. Alors, est-ce que c'est être homophobe que d'être contre la GPA? Je ne le pense pas. D'autant que la GPA ne concerne pas que les couples homosexuels. Donc, je ne crois pas qu'on puisse accuser Marion Maréchal, parce qu'elle est contre la GPA,
d'être homophobe. Écoutons Christophe Beaugrand, il est animateur, vous le savez, il était sur France 5 hier et il a évoqué, puisque lui-même a eu recours à la GPA en faisant appel à une mère porteuse aux États-Unis. Moi, mon enfant, il est inscrit sur le livret de famille, il a un acte de naissance français, donc j'interdis à quiconque, clairement, de dire que j'ai contourné la loi française, que je suis un délinquant, que mon enfant a été acheté à l'étranger, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Vous n'imaginez pas la souffrance que ça représente pour des milliers, des dizaines de milliers de familles en France. Ok, on est extrêmement minoritaire, on n'a pas envie d'être majoritaire en France, il n'y a aucune idée de prosélytisme de quoi que ce soit. Mais il n'est nullement interdit d'avoir recours à la GPA dans un pays où c'est encadré, et il y a même plus qu'une tolérance. Il y a un statut juridique aujourd'hui aux enfants. Il y a une circulaire qui permet aux enfants français, pour le coup, nés à l'étranger de GPA, d'obtenir les papiers français. Donc ça suffit, ces fake news. On peut être contre la GPA pour des raisons philosophiques, on peut être perturbé par rapport à ça, beaucoup de femmes se posent la question, je le comprends, mais qu'on n'utilise pas de faux arguments et qu'on ne montre pas du doigt nos familles, vraiment. Non, mais c'est intéressant ce que dit Christophe Beaugrand, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est illégal en France et il y a une circulaire qui, à juste titre d'ailleurs, parce que l'intérêt de l'enfant, faut y penser, qui permet que l'enfant soit reconnu comme français. Et c'est vrai que certains soulignent dans cette double prise de position une forme peut-être d'hypocrisie. C'est un sujet en tout cas qui divise, c'est un sujet également où la fameuse grille générationnelle prend tout son sens, parce que j'ai le sentiment que les fractures sur ce sujet sont générationnelles, que les jeunes gens notamment sont plus enclins à admettre la GPA que ceux qui ont passé 60 ou 70 ans. On va être avec Sylvie. Bonjour Sylvie, on va marquer une pause. Bonjour. Bonjour. Et vous-même avez eu recours à la GPA en l'an 2000 aux États-Unis et vous nous expliquerez votre expérience. À 11h12, à tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1, un seul numéro à composer. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Praud est de 11h à 13h sur Europe 1 et avec Sylvie avec nous en ligne. Pascal. Sylvie, bonjour. Bonjour. Vous avez donc eu recours à la GPA en 2000 aux États-Unis. Vous êtes mère de 2 jumelles. Vous êtes la présidente de CLARA, comité de soutien pour la légalisation de la GPA et l'aide à la reproduction assistée. Est-ce que c'est indiscret d'abord de vous demander pourquoi vous avez eu recours à la GPA ? Oui, parce que je suis atteinte d'un syndrome qui fait que je suis née sans utérus. Et donc, impossible de porter un enfant. Et la seule solution, c'était la GPA. Donc, c'est bien une technique d'ailleurs qui est conseillée par l'Office mondial de la santé, l'Organisation mondiale de la santé. Alors comment, en l'an 2000, s'est passée la naissance de vos 2 enfants, de vos jumelles ? Comment avez-vous rencontré cette mère ? Je ne sais pas comment la qualifier. D'ailleurs, je peux dire mère porteuse, mais je trouve ça tellement péjoratif, ce terme-là, que je n'aime pas l'utiliser. Vous avez raison, ce terme est péjoratif. En fait, elle n'est ni mère, ni uniquement porteuse. Nous, on utilise le terme gestatrice, mais vous pouvez dire aussi une femme porteuse, une femme qui aide un couple à avoir un enfant. Bon, cette femme, vous l'aviez rencontrée comment ? Eh bien, on l'a rencontrée par une agence, en fait, qui existe aux États-Unis. Là-bas, il faut bien préciser que la GPA est non seulement légale, mais encadrée, c'est-à-dire contrôlée, et qu'il y a des normes très strictes, et qu'une femme ne peut pas porter un enfant pour un couple si elle n'a pas donné son consentement libre et éclairé, si elle n'a pas déjà eu des enfants, et si elle n'a pas déjà eu des grossesses faciles, et surtout, il faut qu'elle montre sa motivation. Et en fait, elle le fait par acte d'amour, pour aider autrui. La personne, en fait, elle sait parfaitement dans quoi elle s'engage. Elle sait que c'est pas son enfant qu'elle porte, et que c'est le fœtus d'une autre personne, d'un couple. Et elle sait très bien que son rôle s'arrête là. Et évidemment que cette personne, on la laisse pas tomber après la naissance, on continue à la voir. C'est quelqu'un qui au final fait partie de nos proches. C'est quelqu'un qu'on aime. Les enfants la connaissent. Ça n'a rien à voir avec ce qui est décrit par certains
qui veulent justement condamner la GPA. Et d'ailleurs, au passage, je rappelle que ce qui a été dit dans la directive européenne dont on parle, c'est pas contre la GPA, c'est contre une certaine forme de GPA, c'est-à-dire contre l'exploitation des femmes, au même titre d'ailleurs que le mariage forcé ou que l'adoption illégale. Sylvie, revenons à votre... Revenons, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre expérience. D'abord, je n'ai pas dit si vous étiez un couple hétérosexuel ou homosexuel. Ah ben vous faites bien de préciser, effectivement. Donc vous êtes un couple hétérosexuel. Oui, on est un couple hétérosexuel, évidemment. D'accord. Alors, évidemment, techniquement, majoritairement des couples hétérosexuels. J'ai entendu tout à l'heure. Non mais restons, Sylvie, pardonnez-moi, Sylvie, restons sur votre expérience. C'est ça qui m'intéresse. D'accord. Bon, donc comment techniquement ça s'est passé? C'est-à-dire que c'est le sperme de votre mari qui a été qui a été mise en place, si j'ose dire, dans le corps de celle que vous appelez, avec ce mot que je trouve vraiment assez laid pour tout dire, de gestatrice. Donc c'est bien le sperme de votre mari. Mais non, pas seulement. En fait, ce sont pas les embryons. Et c'est là que réside parfois la méconnaissance de ce qu'est la GPA. Dans la GPA, il n'y a aucun lien génétique entre la femme qui porte l'enfant et le fœtus qu'elle porte, et l'embryon qu'elle va porter. D'accord ? Il n'y a aucun lien génétique. Donc, c'est pas, ce que vous décrivez, c'est une insémination. Et c'est pas le cas. Donc, on fait d'abord des embryons, et ça, c'est permis depuis, justement, la technique de fécondation in vitro, et là, je crois que tout le monde sait de quoi il s'agit. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle une FIV, en fait. Donc, ça n'a aucun lien génétique. En fait, la femme qui porte n'a pas de lien génétique avec l'enfant qu'elle porte. Et ça, c'est totalement différent. Sinon, ça s'appelle effectivement, comme vous dites, une mère porteuse à l'ancienne, où effectivement on faisait une insémination du sperme du mari et uniquement ça. D'accord. Alors, ces enfants, donc, elles sont jumelles aujourd'hui, elles ont 24 ans. 23, oui. 23 ans. Et je voudrais savoir à quel âge vous leur avez raconté l'histoire de leur naissance. À quel âge ? Eh bien, dès le début, en fait. Dès le début. Dès qu'elles ont pu parler un petit peu, commencer à entendre. En fait, depuis le début, au début, on leur montrait la photo de la femme qui les a portées. Et on disait, ça, c'est la femme qui nous a aidés. On l'appelait la fée, on l'appelait la nous, on l'appelait par des tas de petits noms. Et petit à petit, en grandissant, elle demandait, mais c'est qui cette dame ? C'est la dame qui nous a aidés. Et quand elles ont eu 2 ans et demi, on est retourné la voir. Elle et ses enfants, parce que je dois préciser qu'elle avait déjà 4 enfants. Donc évidemment, elle n'en voulait pas d'autres. En revanche, elle aimait être enceinte. Et elle voulait absolument aider un couple, parce qu'elle avait vu sa propre mère souffrir d'infertilité, et que pour elle, c'était inconcevable qu'une femme ne puisse pas avoir d'enfant. Et donc, elle l'a vraiment fait par amour pour aider, et pas du tout pour des raisons commerciales ou autres. Au contraire, elle était d'ailleurs, elle gagnait plus d'argent que nous. Ce qui m'intéresse, elle travaillait, son mari aussi, c'était une famille aisée, donc ça n'a rien à voir. Marie-Agnès, qu'on entend. Marie-Agnès, je vous coupe parce que je reviens. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment votre sentiment et le sentiment de vos enfants. Donc, ces enfants, on leur apprend très tôt une histoire particulière. Et comment l'ont-ils vécu et que vous disent-ils aujourd'hui ? Alors, ils l'ont tellement bien vécu, elles l'ont tellement bien vécu, que l'une d'entre elles a écrit un livre témoignage à sa majorité, quand elle a eu 18 ans, où elle raconte, justement, et j'invite vraiment les auditeurs à le lire, qu'elle ne s'est jamais sentie différente des autres. Que la façon dont elle est née, ça ne résume pas son histoire, ça ne résume pas sa vie. Elle est une enfant, une femme maintenant, comme les autres. Exactement comme les autres. Avec les mêmes problèmes, les mêmes joies, les mêmes ambitions. Donc, il n'y a aucun lien génétique entre vos filles et vous. Nous sommes d'accord. Alors, non, il n'y a pas de lien génétique entre mes filles et nous, parce que avec mes ovocytes, donc j'ai essayé, et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que le syndrome dont je souffre, que j'avais à la naissance d'ailleurs, et qui touche une femme sur 4500,
ce syndrome fait que parfois aussi il s'accompagne de problèmes au niveau des ovaires. Donc, d'accord, donc il n'y a aucun lien génétique entre vos enfants et vous, et aucun lien génétique entre votre mari et vos enfants. Ah si, mon mari a donné son sperme pour fabriquer les embryons. C'est ce que j'avais posé tout à l'heure comme question. C'était la question que j'avais posée tout à l'heure. C'est d'ailleurs peut-être assez technique et je suis pas sûr même que les auditeurs comprennent parfaitement. Dernière chose. Je pense qu'ils comprennent très bien. C'est un petit peu. C'est un peu technique, si vous me permettez, d'où nos questions. Dernière chose, pourquoi vous n'avez pas adopté ? Mais parce que ça n'a rien à voir. L'adoption, c'est autre chose, c'est un autre processus. Mais j'entends bien, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez préféré la gestation pour autrui à adopter un enfant? Quand vous dites c'est un autre processus, bien sûr que c'est un autre processus, mais l'objectif est le même, c'est-à-dire d'avoir un enfant alors que vous ne pouvez pas en avoir. Donc ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous avez préféré la gestation pour autrui à l'adoption. D'abord, c'est pas une préférence et ça ne doit pas être posé comme une alternative ni opposé en fait. Nous, ce qu'on voulait, enfin moi, ce que je voulais, c'est pouvoir raconter l'histoire de leurs origines à mes enfants, à mon enfant, à mon futur enfant. Je ne voulais pas ne pas pouvoir répondre à ces questions. Ensuite, l'adoption, très franchement, on sait aujourd'hui et de plus en plus que c'est très difficile, qu'il y a très très peu d'enfants adoptés, donc il ne faut pas faire croire que c'est une alternative. Votre réponse est claire. C'est autre chose, c'est un autre processus. Je vous remercie beaucoup, Sylvie. C'est pas du tout la même chose. Je vous remercie beaucoup Pour ce qui nous concerne, on s'était aussi renseigné sur l'adoption, mais quand on a vu le peu d'enfants qui avaient adopté, la difficulté, etc., on s'est lancé dans la GPA parce qu'on a considéré que c'était quelque chose de profondément éthique. Je vous remercie beaucoup, Sylvie, et ce témoignage est intéressant. On va appeler le professeur Friedman dans une seconde parce que on est tous peut-être inculte, disons-le, sur cette technique de la gestation pour autrui. Et j'ai le sentiment en plus qu'il y a plusieurs techniques, si j'ai bien compris. Il y a insémination, il y a FIV, quand on prend un ovocyte d'une autre femme, ou l'un ou l'autre, c'est très... le professeur Friedman nous donnera d'abord peut-être des éclaircissements sur le plan technique, et puis il nous dira peut-être ce qu'il en pense, lui. Je vous remercie. À 11h27, nous marquons une pause. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Je vous rappelle que le numéro est non surtaxé. La page Facebook Pascal Pro et vous existe aussi. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, le journal permanent. À 11h30 pile, c'est Émilie Dez qui est là. Emmanuel Macron est de retour à la Sorbonne pour un nouveau discours sur l'Europe. Il y a 7 ans, le chef de l'État s'était déjà plié à ce même exercice au même endroit. Le chef de l'État qui s'exprime en ce moment même. Rarement l'Europe n'aura autant avancé malgré les crises, assure-t-il. Selon un sondage Elab, une majorité de Français doutent de l'influence réelle d'Emmanuel Macron sur les décisions prises par l'Union européenne depuis 2017. À 6 semaines des européennes, la liste RN de Jordan Bardella reste largement en tête des intentions de vote avec 12 à 15 points d'avance sur Valérie Ayé de la majorité selon les sondages. 3 vols sur 4 sont annulés à l'aéroport de Paris-Orly, 55% à Roissy, 65% à Marseille. Les contrôleurs aériens ont levé leur préavis de grève trop tard pour établir le trafic aérien. Les compagnies low cost qui multiplient les rotations dans l'espace européen sont les plus impactées. Continental va devoir payer 100 millions d'euros d'amende. Continental, second équipementier automobile mondial qui s'est retrouvé dans le viseur des enquêteurs après le scandale du Dieselgate, notamment pour ses équipements fournis à Volkswagen. Et puis la direction du Moulin Rouge assure qu'il ne s'agit pas d'un acte malveillant, mais plutôt d'un problème technique. Les ailes du célèbre cabaret parisien sont tombées dans la nuit sans faire de blessés. Les sapeurs-pompiers assurent qu'il n'y a plus aucun risque d'effondrement. Merci Émilie Dez, merci beaucoup. Et c'est vrai que j'étais surpris de cette affaire de Moulin Rouge. Ouais, c'est étonnant. Oui, des ailes, vraiment tout fout le camp, si j'ose dire. Tout qu'il n'y avait pas particulièrement de 11h32. 11h32. Que se passe-t-il 11h, 13h. Pascal Pro sur Europe 1. 11h32. Oui. Donc on est avec Monsieur Friedman, je crois. Bonjour Monsieur Friedman.
Bonjour Monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Chacun évidemment vous connaît pour vos travaux sur ces domaines qui réclament sans doute une expertise particulière. Je posais des questions un peu naïves et je demandais à cette femme tout à l'heure si ses jumelles étaient liées génétiquement avec elle. Et la réponse est non. Mais en revanche, ces jumelles sont liées génétiquement avec leur père. Est-ce que c'est toujours le cas ? Non, c'est pas toujours le cas dans la GPA. Il y a une femme qui peut donner un ovocyte et une autre femme qui peut porter l'enfant. Parfois, c'est la même. Si c'est la même, ça ressemble fortement à ce qu'on a connu depuis le début du monde. C'est-à-dire que c'est une femme qui porte un enfant et c'est la mère puisqu'elle a ses ovules et son utérus. Maintenant, dans le cas où c'est deux hommes, évidemment, il faut un ovocyte et un utérus. Et ça peut être la même femme, avec le problème qu'on évoquait tout à l'heure, ou bien ça peut être deux femmes différentes, ce qui multiplie le coût et les difficultés. René Friedman, qui, je le rappelle, est le père du bébé éprouvette, Amandine, et qui est obstétricien, gynécologue, et qui intervient sur ces sujets-là depuis de nombreuses années. Le Parlement européen, Monsieur Friedman, hier a criminalisé la gestation pour autrui, qu'il considère comme un trafic d'êtres humains. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne décision ? Oui, ça correspond à la réalité, parce que, en fait, si vous voulez, quand on parle de la GPA, surtout en France, on a toujours des gens, people, qui témoignent, et c'est toujours ceux qui en bénéficient. On peut comprendre un couple qui a un projet d'enfant et qui n'y arrive pas, il est prêt à tout faire. Là où je pense qu'il faut changer le regard, c'est surtout sur la femme qui va porter l'enfant, qui a signé un contrat et qui va s'en séparer. Et ça, c'est une autre paire de manches, parce qu'il y a une aliénation qui est organisée. Financièrement, c'est une location du corps. Et il faut qu'on se préoccupe de ces femmes plutôt que de ceux qui vont bénéficier. C'est comme si vous demandiez à un propriétaire terrien du temps de l'esclavage qu'est-ce qu'il en pensait. Évidemment, il en pensait du bien parce que lui, ça lui faisait une main-d'œuvre gratuite. Maintenant, les esclaves, c'est autre chose. Et dans cette histoire-là, quand on regarde sur le plan international, vous avez des pays les plus pauvres, comme le Vietnam, comme le Laos, et comme à un moment donné l'Ukraine, où des femmes, un peu par nécessité, on va dire, quoique il y en a quelques-unes, c'est un peu différent, mais la majorité, c'est par nécessité, vont signer un contrat qui les aliène automatiquement. Donc à une période où on est sur MeToo, sur la dignité de la femme, sur sa responsabilité en tant que personne, c'est à ce niveau-là qu'il faut se pencher. C'est pas les témoignages de ceux qui ont des enfants qui automatiquement sont favorables, évidemment. Alors, je rappelle que plusieurs pays européens, dont la France, interdisent la GPA. C'est le cas en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Luxembourg. Mais il y a d'autres pays, en revanche, qui l'autorisent en Europe, c'est-à-dire le Danemark, les Pays-Bas, l'Albanie, la Géorgie, la Grèce, le Canada, certains États également fédérés américains. Mais vous parliez de la mère porteuse, et ce terme est pas très élégant, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les enfants. Et les enfants, est-ce qu'il y a un traumatisme ou pas ? Est-ce qu'on a assez de recul ou pas ? C'est ça la question qui me paraît essentielle. Et moi, je n'ai pas de réponse à apporter à ça. Est-ce que vous en avez une ? Ben non, parce que c'est très difficile. Il faut faire une enquête sur de nombreuses années. Et à mon avis, elle n'a pas été faite parce que les gens gardent leur anonymat. Et il y a peu d'éléments pour répondre à cette question. Or, vous avez raison. C'est effectivement une bonne question. Moi, je ne peux pas répondre. Par contre, ce que je sais, c'est que, par exemple, là, actuellement, il y a une jeune femme qui s'appelle Madame Morel, je crois, qui je veux dire, est née par GPA et qui milite vraiment contre. Elle a un vécu. Maintenant, vous allez en trouver d'autres qui vont être favorables. C'est pas, si vous voulez, les témoignages point par point, c'est des histoires de chasse qui ont leur valeur, mais qui ne représentent pas une approche scientifique. Pour ça, il aurait fallu que ça soit parfaitement transparent, qu'il y ait un suivi qui soit fait de tous les commanditaires et les exécutants de ce projet. Or, ce n'est jamais fait parce que il y a quand même un secret qui est donné, et il y a quand même le problème commercial qui est très important, et donc on n'arrive pas à avoir un point de vue scientifique à la question que vous posez. Bon, il faut toujours se méfier effectivement du raisonnement par l'exemple. Dernière chose, Monsieur Friedman, je comprends que vous êtes contre la GPA. Oui. Je vous remercie. Je pense qu'elle a beaucoup de risques. Elle entraîne trop de risques et que, quand vous m'avez gentiment interviewé sur le bouquin
dernièrement, qui est la tyrannie de la reproduction, j'ai essayé de démontrer que c'était pas si simple quand on voulait bien porter le regard sur la personne la plus fragile, celle qui est la plus vulnérable, c'est-à-dire celle qui va porter l'enfant et s'en séparer dès la naissance, ce qui pour un obstétricien n'est pas simple à vivre aussi. Merci et merci de cette clarté. J'ai été moi-même surpris parce que généralement je pose des questions, les gens ne répondent pas aussi clairement. Donc là vous avez dit oui sans embâche. Et je vous remercie beaucoup à Monsieur Friedman. Marie-Agnès est avec nous. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Pascal. Vous donnez à une association, je crois, qui est anti-GPA. Oui. Parce que vous considérez effectivement que c'est une pratique qu'il faut combattre. Oui, parce que je suis moi-même mère de famille, grand-mère et tout ce que vous voulez. J'avoue que j'ai un côté féministe aussi. Je trouve que comment vous dire, commercialiser l'utérus, c'est un commerce d'enfants. On vend un enfant, et je ne conçois pas qu'on puisse abandonner son enfant à la naissance. Je comprends qu'on puisse le faire dans des situations absolument dramatiques et on le donne à l'adoption. Mais là, contre de l'argent, se servir, par exemple, dans tous les trucs, on parle de beaucoup dans les pays où en voie de développement où il y a une pauvreté, où on signe des contrats pour de l'argent. Et si jamais l'enfant n'est pas conforme, on le rend. Je crois pas qu'on le rende, mais je crois pas qu'on rende l'enfant. Parce qu'il va avoir une tare ou un truc comme ça. J'ai vu des reportages là-dessus ou des choses comme ça sur. Non, mais la question, elle est de principe. Mais je vais vous dire quelque chose. J'entends depuis 24 heures ce sujet, et c'est pas la première fois d'ailleurs. Il y a des sujets, c'est assez rare d'ailleurs. Il y a autant d'arguments, je peux parler que pour moi, qui peuvent me faire pencher d'un côté à dire c'est une bonne chose. Quand j'entends Monsieur Friedman, en qui j'ai tout respect, que je considère comme une sommité, qui connaît ces sujets 1000 fois mieux que moi, et qui dit je suis contre, évidemment je suis enclin immédiatement à suivre son avis, parce qu'il sait de quoi il parle, alors que par définition, sur des sujets comme ça, moi, j'ai une approche lointaine, comme vous, comme nous, forcément. Ce n'est pas mon métier. Lui, il est au contact de cela et ça fait des années qu'il suit ces dossiers. Et il dit, je suis contre, donc j'ai envie d'être de son avis. Et puis, parfois, j'entends le commentaire tout à l'heure de cette jeune femme qui était avec nous, qui dit, j'ai 2 jumelles, c'est lui. Et ces jumelles sont heureuses. Et ça se passe bien avec celle qui a porté ses 2 enfants. Nous avons un contact toujours, que nous avons su garder ce contact avec cette mère. Et je me dis, la vie est là, et c'est une manière différente qu'elle vienne sur la terre, et pourquoi pas. Donc je suis démuni, pour tout vous dire, sur ce sujet, et je n'arrive pas à avoir un avis définitif et je ne sais pas d'ailleurs quel est votre sentiment, Géraldine. Ah, il y a le lion qui revient. Ce que j'en pense ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez au fond ? Une fois qu'on a tout dit. Une fois qu'on a tout dit, moi je pense que la décision appartient à chacun. Voilà. Et que donc vous n'êtes pas sur la position du professeur Friedman ? Alors, moi, je dis médicalement et avec les traitements que ça engendre pour une femme, pour faire une FIV ou une insémination artificielle, c'est à réfléchir puisque c'est de lourds traitements et c'est pas facile. Et j'ai des amis qui ont eu recours à la GPA aux États-Unis et ça s'est très très bien passé. Et la petite fille en question est toujours en contact avec sa maman américaine. Bon, Marie-Agnès, donc vous, votre position est claire, vous êtes anti-GPA, il n'y a aucun argument qui peut vous... Si vous voulez, j'entendais ce matin sur Europe 1 l'interview de cette jeune femme, Madame Morel. C'était poignant. Non, mais elle s'est toujours douté qu'il y avait quelque chose. Elle est née par GPA. Elle s'est toujours dit quelque chose. Et quand Géraldine parle des traitements très douloureux pour avoir un enfant, moi j'ai le cas d'un enfant qui subit ça en ce moment. Je peux vous dire que mais elle pense pas. Mais pour moi, si vous voulez, c'est. Il subit quoi, votre enfant ? Commercialisation. Pardonnez-moi, je comprends pas. Il subit quoi, votre enfant ? J'ai un de mes enfants ma fille a des problèmes pour avoir un enfant et
elle est à sa, enfin bref, elle est. J'ai eu les mêmes, madame. En fait, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est pour ça, j'ai eu les mêmes. C'est très douloureux. Ah, oui, c'est excessivement douloureux. Oui. C'est horrible. Je ne voudrais pas avoir. J'ai eu la chance de pouvoir avoir des enfants normalement. Je ne voudrais pas avoir à vivre ce que vit ma fille. Voilà. Mais si vous voulez, pour moi, la gestation pour autrui, la manière dont c'est fait, quand vous voyez ces filles qui sont enceintes et qui attendent sur des lits et qu'on vienne prendre leur bébé, c'est cette espèce de commercialisation qui me choque profondément. Donc si c'était pas, par exemple, s'il n'y avait pas d'argent échangé, ça ne nous choquerait pas. Oui, encore que. Parce que c'est le principe, moi je vois. Abandonner son enfant. Oui, mais bon, j'entends cet argument et c'est pour ça que cet argument est très puissant et très fort. Vous avez parfaitement raison. Comme j'entends l'argument de porter un enfant sans avoir de sentiments pour lui, c'est ce qu'on nous explique. Bah non, ça me paraît impossible non plus. Donc, bien sûr. On vous dit que quand une grossesse n'est pas voulue, l'enfant subit le traumatisme. Non, mais à l'intérieur du ventre de sa mère, du fait de ne pas avoir été voulu. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Mais j'entends tout ça. Alors, je vous remercie beaucoup, Marie-Agnès. Vraiment, merci beaucoup.